monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler des lectures que j'ai faites durant le mois de juillet. J'ai 5 romans à vous présenter et 3 mangas, donc c'est parti. J'ai commencé le mois de juillet par 13 Reasons Why de Jay Asher aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. On suit dans ce livre Anna, une jeune fille qui vient de se suicider et elle a enregistré juste avant son acte plusieurs cassettes qu'elle destine aux gens qui lui ont fait du mal et qui l'ont poussée à se suicider. Et là en fait on va suivre particulièrement Clay qui vient de recevoir ces cassettes et qui n'a aucune idée en fait de ce qu'elles contiennent. On va comprendre petit à petit en même temps que Clay pourquoi Anna s'est suicidée. C'est un roman qui traite du harcèlement scolaire, qui traite du suicide aussi, donc c'est pas vraiment un sujet facile, mais c'est raconté d'une manière assez légère finalement par rapport au sujet abordé, puisqu'en fait on va avoir Anna qui nous parle directement. On a beaucoup de passages, donc tout ce qui est en gras italique, c'est ce qu'Anna nous dit en fait, c'est la transcription exacte des paroles d'Anna. Et c'est raconté, elle le raconte avec un certain détachement. Tout ce qui est retranscrit par Anna m'a vraiment beaucoup intéressée, j'étais vraiment à fond dedans. Et puis à chaque fois on a envie de savoir en fait ce qu'ont fait ses camarades. On a donc ces passages retranscrits exactement et on a aussi le moment présent, le moment où Clay en fait écoute les cassettes. Mais le problème que j'ai ressenti en fait avec ces passages où on suit Clay, où on est dans l'instant présent, c'est que du coup ça nous arrache à toute cette ambiance qu'Anna crée en fait en nous racontant ses histoires, son passé. Au début j'avais un petit peu du mal à comprendre pourquoi Anna s'était suicidée parce que finalement c'était une fille qui avait un caractère assez fort, elle était assez courageuse. On se rend compte au fur et à mesure et Anna nous dit que justement c'est les petites choses du quotidien, toutes les choses deviennent de pire en pire en fait et ça fait vraiment un effet boule de neige. Et c'est surtout le fait qu'il n'y ait personne pour l'écouter qui fait qu'elle a l'impression en fait de ne servir à rien. Et elle se dit pourquoi continuer à vivre puisque personne ne veut de moi, personne ne m'apprécie. C'est un livre que j'ai vraiment adoré et j'ai vraiment adoré aussi la manière dont ça a été raconté, donc je peux que vous le recommander. J'ai aussi lu Nous les filles de nulle part d'Émiri aux éditions Albin Michel. On apprend au début de l'histoire que Lucie, une jeune fille du lycée, s'est fait violer par plusieurs garçons de ce même lycée l'année précédente et que malheureusement personne ne l'a jamais cru et que les garçons s'en sont sortis sans rien du tout. Donc la pression était trop forte pour elle, elle a quitté le lycée, personne ne sait maintenant où elle est, ni ce qu'elle fait, si elle va bien. Elle avait 2 amies, Rosina, une jeune fille d'origine latino qui vit dans une famille qui l'enferme, qui lui laisse très peu de liberté. Et donc cette jeune fille est lesbienne aussi. Et Erin, une jeune fille qui est autiste et donc qui a du mal avec les relations humaines. Donc ces 2 personnages-là traînent toutes les 2 ensemble et en fait elles sont un petit peu les parias du lycée. Quand Grace, une jeune fille, arrive au lycée, elle va se tourner vers Rosina et Erin pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce que Lucie a enduré, etc. Elle va essayer de faire payer les garçons pour ce qu'ils ont fait parce qu'elle trouve que c'est complètement honteux qu'ils aient pu violer une jeune fille et que personne n'ait rien dit, quoi, qu'ils ne soient pas allés à la police, qu'il ne se soit rien passé. Elle va essayer à son échelle et avec l'aide de Rosina et Erin de faire quelque chose. Donc en fait elle va lancer un mail à tous les gens du lycée et à toutes les filles principalement je crois pour les regrouper et pour essayer de trouver une manière de faire payer aux garçons ce qu'ils ont fait. J'ai vraiment adoré cette histoire, j'ai vraiment adoré parce que ça permet de nous poser plein de questions. Avec cette question de viol qui est vraiment centrale, on parle aussi de sexe, on parle d'amour. On a différents points de vue de différentes filles parce que finalement elles vont envoyer, donc comme je le disais, ce mail à toutes les filles du lycée et au fur et à mesure elles vont constituer un groupe de plus en plus important et elles vont échanger en fait par rapport à leur relation, par rapport à leur vision des femmes. Toute cette quête en fait pour trouver justice pour Lucie va se mener à l'échelle du lycée. J'ai vraiment aimé ça, le fait que ce soit à l'échelle de ce lycée-là, que ça prenne pas une ampleur phénoménale. L'auteur a voulu montrer quelque chose de réaliste, je trouve, et elle l'a très bien fait parce que ce soit au niveau de l'échelle, que ce soit aussi sur le fait que tout ne se passe pas comme prévu, que tout n'aboutit pas forcément. À côté de ça, on parle d'autres sujets, on parle de la religion, on parle
d'homosexualité, on parle de maladies, on touche à tellement de sujets différents que le livre est complet. Je vois pas vraiment ce qu'on aurait pu rajouter parce que on parle de famille aussi. Enfin bref, je trouve que c'est vraiment un livre très très intéressant sur plein d'aspects. Le seul point que je peux reprocher, c'est que du coup c'est un livre où on voit uniquement des points de vue de filles et que l'homme dans sa généralité est diabolisé. J'aurais voulu qu'on ait une vision un petit peu moins manichéenne. C'est la seule chose que j'ai à redire à ce livre parce que sinon il est vraiment vraiment super et je vous le conseille. Dans un registre totalement différent, j'ai lu Fille des cauchemars de Kendare Blake aux éditions du Livre de Poche, donc c'est le tome 1 Anna. Ensuite, c'est un garçon qui a pour mission de tuer les fantômes. Et sa mission, c'est tuer Anna, une soi-disant fantôme super puissante. Au début, il y croit pas trop, hein, il a jamais eu vraiment de fil à retordre pour ces fantômes, quoi. Il a toujours réussi à les tuer assez rapidement. Et il se dit que là, ça sera pareil, sauf que c'est pas du tout le cas, puisque Anna, effectivement, est très puissante et que ça va pas lui faciliter la tâche, le fait qu'il commence à avoir des sentiments pour elle. Donc voilà, on se doute que ça va pas être très très facile. C'était une lecture assez moyenne, j'ai trouvé. C'était pas une mauvaise lecture, mais le fait est que tout s'est enchaîné assez simplement, que je m'attendais à pratiquement tout ce qui se passait. Les personnages secondaires, on trouve la fille super populaire, on trouve le gars geek. Enfin bref, c'est les stéréotypes des personnages qu'on retrouve d'habitude. J'ai trouvé que l'auteur faisait pas franchement de choses exceptionnelles avec son livre. Voilà, après c'est mon avis. D'après ce que j'ai entendu dire, le tome 2 n'est pas très bon et vaut mieux s'arrêter au tome 1. Alors c'est vrai que le tome 1 peut se lire plus ou moins indépendamment, même si voilà, on s'attend à ce qu'il y ait une suite, mais moi je m'arrêterai là. J'ai ensuite lu Gardien des Cités Perdues, le tome 2 de Shannon Messenger aux éditions Pocket Jeunesse. Gardien des Cités Perdues, c'est l'histoire de Sophie, une jeune fille qui est super douée dans les études. Elle va découvrir qu'elle n'est pas une humaine mais qu'elle est une elfe et qu'elle a donc des pouvoirs spéciaux. Et elle va devoir quitter sa famille humaine pour aller chez les elfes. Et donc le premier tome m'avait plutôt bien plu, mais sans plus, voilà, ça n'avait pas été un coup de cœur. J'avais bien apprécié suivre Sophie, la découvrir dans ce nouvel univers, en apprendre un petit peu aussi par rapport à cet univers et au Cygne Noir qui est une organisation secrète qui, soi-disant, est liée en fait à Sophie. Et Sophie a envie de savoir en fait qui sont les gens qui appartiennent au Cygne Noir, parce que en fait ses parents c'était pas ses vrais parents, c'est les humains. Donc elle veut chercher en fait son identité, d'où elle vient, pourquoi ils l'ont mise chez les humains alors qu'elle est une elfe, etc. etc. J'ai vraiment eu du mal avec ce deuxième tome et le premier tome c'est pareil, j'avais mis pas mal de temps à le lire. Je pense que d'une part c'est parce que ça manque de description, j'arrive pas bien à me représenter les lieux, j'arrive pas vraiment à me représenter du coup ce qui se passe, donc c'est un petit peu difficile de m'immerger dans l'histoire. Et moi je trouve que c'est assez lent. Il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de passages qui, pour moi, ne servent pas vraiment à l'histoire. Les personnages sont sympas, Sophie est une petite fille très intelligente, super intéressante à suivre. Elle a plein de pouvoirs, c'est une fille extraordinaire, elle est quasiment parfaite. Et du coup, j'arrive pas à m'attacher à elle parce qu'elle est trop parfaite. Voilà. Après, c'est que mon avis, hein, il y a beaucoup de gens qui adorent cette série, moi c'est pas vraiment le cas. Donc j'ai le troisième tome, je le lirai parce que je l'ai acheté et parce que j'ai envie de voir un petit peu si le troisième tome va bouger un petit peu plus. Mais si c'est pareil, je pense que je laisserai tomber de cette série, malheureusement. J'aurais voulu l'aimer, mais voilà, ça arrive. J'ai aussi lu le tome 2 des Mystères de Larry Spem, les Jeux du siècle de Lucie Pierre-Apajot aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai beaucoup aimé me replonger dans cet univers. Donc on suit Liberté et Carmine qui sont deux jeunes filles qui fouillent au début en fait les maisons pour récupérer des objets de valeur, pour les vendre et puis se faire de l'argent. Et là elles vont découvrir un objet particulier qui est convoité en fait par les frères du sang. Et en fait les frères du sang ce sont des aristocrates, enfin des héritiers des anciens aristocrates. En fait donc dans ce Paris qui s'appelle maintenant Larry Spem, les aristocrates et les nobles ont été soit tués, soit éjectés de Paris. Les aristocrates, comme on s'en doute, ont été chassés comme des malpropres, mais ils veulent reprendre leur pouvoir. Et donc dans ce deuxième tome, on sent un petit peu la révolution venir. C'est pas encore le cas, mais je pense que ça va être le cas dans le troisième tome. Donc on suit aussi Nathanaël, un orphelin qui vit donc dans un orphelinat, il connaît pas ses parents
et il va découvrir qu'il a un pouvoir particulier. Les 3 personnages vont se rencontrer puisqu'en fait dans le premier tome ils se côtoyaient pas du tout. Là ils vont se rencontrer et c'était beaucoup plus intéressant à suivre parce que justement l'auteur prend plus de risques, enfin disons que elle continue à exploiter son univers. J'aime beaucoup son univers d'ailleurs, il y a des machines, on est un petit peu dans un univers ancien mais tout en ayant des technologies et tout ça un petit peu différentes de ce qu'on a aujourd'hui. On apprend certaines choses qui m'ont surprise cette fois-ci par rapport au premier tome. La fin me donne extrêmement envie de savoir la suite parce que le trio est éclaté, chacun va faire sa vie en fait dans son coin, enfin ils sont tous dans des situations différentes et donc j'ai très envie de connaître la suite, je pense que ça va être assez explosif. Ça nous promet une sorte de révolution. En tout cas, c'était très intéressant et j'ai hâte d'avoir la suite. Je vais passer maintenant au manga. J'ai d'abord lu Waiting for Spring, le tome 2 d'Anashin aux éditions Pika. C'était un bon petit tome 2. Le tome 1, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Ce tome 2, c'est dans la même lignée. Je trouve que c'est toujours très intéressant de suivre Mitsuki et les garçons. Et Mitsuki et Towa en particulier parce qu'ils sont super mignons. On voit qu'il y a une certaine attraction entre deux. Pour l'instant, Towa ne veut pas s'avouer en fait qu'il est amoureux enfin, qu'il est amoureux ou qu'il est attaché ou bref, voilà, c'est encore trop tôt pour dire. Mais en gros, Towa ne s'est peut-être pas rendu compte encore de ses sentiments pour Mitsuki et Mitsuki de son côté, c'est un petit peu pareil. Disons que voilà, on sent une attirance, mais voilà, on sent aussi que ça va pas être encore le début tout de suite. Ensuite, on a Aya, l'amie d'enfance donc de Mitsuki. On s'est rendu compte de quelque chose d'assez important, hein, dont je vous dirai pas si vous n'avez pas lu le premier tome. Il va y avoir un triangle amoureux, on le sent dans ce deuxième tome, mais comme je vous dis, je trouve que l'auteur prend vraiment son temps pour mettre en place les choses et j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment, c'est super sympa à suivre. On continue de voir Mitsuki évoluer parmi les gens de sa classe avec les filles et on voit un petit peu qu'elle essaye de se faire des amis mais que c'est un petit peu compliqué. Et elle continue à côtoyer les garçons du club de basket. Que dire, c'est sympa et j'ai hâte d'avoir la suite. J'ai aussi lu le 3e tome de Banal à tout prix de Nagamu Nanaji aux éditions Kana. Ce tome-ci encore est super mignon, j'adore les personnages, je trouve qu'ils sont super attachants. C'est pareil ici, on est un petit peu dans le même cas que Waiting for Spring, c'est-à-dire que les deux personnages sont très attachés l'un à l'autre et plus ils passent de temps ensemble, plus on sent qu'ils sont attirés l'un par l'autre. Le truc c'est que là, pour le coup, ils savent qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, mais disons qu'ils se le sont pas avoués. Donc chacun de leur côté, ils essayent de trouver un moyen de se le dire. Voilà, je sais pas quoi dire, c'est vraiment une petite série que j'adore, donc je vous la conseille. Et pour finir, je vais vous parler du Secret de l'ange de Shiki Kawabata aux éditions Akata. Donc le premier tome, je vous ai fait une vidéo présentation, donc là je vais vous en parler très succinctement. On suit Asahi, une jeune fille qui a 16 ans je crois. Elle est au lycée, mais lorsqu'elle était plus jeune, elle participait à des cours de dessin avec Yuki, donc sa prof, et en fait sa prof a été tuée. Un de ses camarades de cette classe de dessin, surnommé l'ange, a été accusé du meurtre, et Asahi, elle, plusieurs années plus tard, elle a envie de savoir la vérité. Est-ce que c'est vraiment lui qui a tué Yuki? Pourquoi est-ce qu'il l'a tué? Et elle va tomber sur le petit frère de Yuki et donc ils vont mener l'enquête tous les deux ensemble. C'est un manga assez noir, hein, il parle de meurtre et tout ça. On est un petit peu dans une sorte d'enquête aussi. Donc c'est vraiment un bon tome qui met bien en place l'histoire. Donc on se pose vraiment pas mal de questions, c'est vraiment bien fait. Je sais plus, je crois qu'il y a 4-5 tomes, ça promet d'être plutôt pas mal. Voilà pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres et ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!